Bonjour, on est en compagnie du Belge Michael Barthélémy. Bonjour Michael. Salut Rémi. Est-ce que c'est pas ici, puisqu'on est dans la cathédrale d'Assen, l'endroit où tu as eu la plus grande joie avec une de tes équipes? Bien sûr, c'était en 2017. On a gagné une course en MotoGP comme team privé, ce qui est toujours quelque chose qui va toujours rester dans nos mémoires. Toujours quand je passe dans le tunnel, je fais marquer Jack Miller 2017. C'est beau d'être là avec tous les grands vainqueurs. Et j'ai toujours dit cette victoire en MotoGP, c'était presque aussi bien que les deux championnats du monde qu'on a gagné en Moto2. Et c'était, on va avancer vers le safety car. Est-ce que c'était important aussi tes deux victoires, ce qu'il y a eu en Mondial Supersport avec Kevin Kurtein qui a gagné, tu avais Brock Parks aussi, tu as eu des super pilotes, c'était fort ça aussi? Non, sûr, je pense que c'est vraiment le début de notre affaire de venir au mondial, de gagner des courses avec Kurten, c'était bien. En plus, c'était un pilote un peu remplaçant au début. On avait échangé avec Julien Allemand, un pilote français à l'époque, Eh oui qui était parti de l'Australie et tout ça. C'était une belle histoire, c'était du beau temps, c'est bien de gagner des courses en championnat du monde. Allez, on va parler un petit peu de tes débuts, mais tout ça, tu vas prendre le volant de cette voiture, parce que tu fais de la voiture aussi d'ailleurs. Ouais, j'ai fait de la voiture, des rallyes historiques, oui. Mais tu continues là? Je continue. Normalement, j'avais le deuxième manche du championnat ce week-end. Mais j'ai dû venir ici pour le travail, ça veut dire que je vais pas rouler et je vais retarder ça au rallye de Wallonie dans 15 jours. Parce que quand tu dis du travail, tu es également agent maintenant pour 2 pilotes ici dans ce paddock de Superbike. Ouais, au tout, j'ai 3 pilotes pour l'instant. J'ai Scott Redding qui roule pour Ducati cette année-ci, Voilà. ce que j'ai déjà depuis beaucoup des années sous contrat, depuis 2016. J'ai Rinaldi qui roule chez Yamaha, chez Christophe Guillot. Et j'ai Ollie Bayliss, le fils de Troy Bayliss, qui roule chez Triumph. Ok, eh ben allez, un petit tour Merci de Subaru. beaucoup. Qu'est-ce que tu penses du paddock Superbike? Non, mais le paddock Superbike, je l'aime bien parce que il y a pas mal de public qui a accès au paddock Superbike, paddock show. au paddock show et tout ça. C'est sûr que le paddock, il est un peu plus amicable, je vais dire, que au MotoGP parce que les gens, ils ont accès et tout ça. Moi, j'aime bien le paddock. Comme j'aime bien aussi le championnat, c'est un championnat qui est quand même assez serré. Les motos vont quand même assez vite. Il n'y a pas une grosse différence avec le MotoGP et tout ça. Depuis qu'on est arrivé ici en 2000, je suis revenu en 2021, ça m'a toujours fait plaisir de venir. Qu'est-ce qu'il dit, Scott Redding? Il est content de pouvoir comme ça avoir les gens qui viennent lui taper dans la main quand il va sur le podium? Non, sûr, tu sais, Scott, c'est quelqu'un qui est, pour moi, c'est un pilote qui est très humain. Il est peut-être un tout petit peu différent des autres pilotes. Il est très ouvert. Il dit toujours ce qu'il pense. Il est comme moi. Il est comme toi, voilà. Il te prend toujours le temps pour tout le monde. Et je pense que c'est une chose très positive de Scott. Ouais, parce que moi, quand je l'ai côtoyé, on a souvent fait la fête ensemble. Il est incroyable. J'ai pas l'impression d'être avec un Anglais quand je suis avec lui. Non, sûr, non, il est très ouvert, il vient d'une famille très amicale et tout ça. J'ai toujours dit, on est une grosse famille. Alors, on passe près de notre signe de Jack Miller. Et oui, on en parlait. Et c'est vrai que ça doit faire de l'émotion quand même quand tu passes là. Oui, la famille, il aurait pu mal tourner quelque part, Scott Redding, hein. Non, sûr, pour moi, c'était un nom, ce que j'ai entendu en 2007 ou 2008 quand j'étais chez Kawasaki. Il roulait à cette époque-là en 125. Et c'était un pilote qui avait qualifié une moto première ligne au Grand Prix de Qatar. Et à ce moment-là, j'avais parlé à des copains à moi. J'ai dit, c'est qui le nom, la Redding, j'ai jamais entendu et tout ça. Il faut peut-être le prendre sous contrat, des agents à l'époque. Et quand on a créé le team avec Marc VDS, ce qu'on avait créé assez tard, on avait créé ça en mois d'octobre 2009. On était vraiment parti d'une base de zéro. Mais il nous fallait 2 pilotes et je me suis dit, ok, tu connaissais encore le nom de Redding quelque part là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et il était tout droit, je pense, on sera plus tranquille. Il était à la maison, il n'avait pas de boulot et tout ça, on l'a engagé et depuis là, c'est une belle histoire. Ton histoire à toi, t'as gagné alors que je visitais à l'heure All-Star pratiquement la même semaine. Quand je suis arrivé dans ton atelier, j'avais l'impression que c'était l'atelier de mon grand-père. T'avais pas grand-chose. Je pense pas qu'une équipe ait gagné des courses de mondial super sport en championnat du monde, Michael, avec aussi peu de moyens que tu avais. Non, sûr. Nous, on a toujours dû regarder à nos budgets et tout ça. On avait toujours des petits budgets, mais je pense j'ai toujours su mettre une équipe très fort ensemble. J'avais toujours des bonnes personnes qui travaillaient. J'avais toujours
peut-être le nez fin un peu pour avoir des bons pilotes, des bons mécaniciens, des bons ingénieurs et tout ça. Mais on a toujours dû gérer ça avec des budgets minimaux. Tu es malin, quoi. Non, je pense que je passe tout mon temps dans le sport moteur. Ça veut dire j'ai jamais fait quelque chose d'autre que le sport moteur. Ça veut dire c'est ta vie. C'est ma vie. 24 heures sur 24, ça me occupe. Et j'ai toujours regardé de mettre les meilleurs ingrédients ensemble pour avoir le meilleur résultat. Si je me souviens bien, tu vas prendre la suite d'Harald Eckel, c'est ça? Ouais, Harald. J'ai commencé à travailler pour Harald et pour Kawasaki en 2003 en MotoGP. Et quand Harald avec Mario Ilien et Eskil Zutor, ils ont eu un autre projet en MotoGP. Les Japonais, ils ont pas trop apprécié ça. Et j'étais un peu le numéro 2 chez Kawa à ce moment-là, derrière Harald. Et quand ils ont arrêté le contrat avec Harald, ils m'ont proposé un contrat de venir avec eux. Je pense que le team, il avait fortement changé. C'était plus... À l'époque de Harald, c'était un team d'usine, mais c'était quand même un peu géré comme un team privé, un peu comme Gresini. D'accord. Ils avaient toujours. Comme moi, j'ai débarqué là-bas quand ils m'ont offert, c'était déjà, je vais dire, plus géré par l'usine elle-même. Et nous, on était des employés qui travaillaient pour l'usine, de regarder ce qu'on pouvait faire le meilleur résultat possible. Alors, j'essaye de me souvenir. Les premiers pilotes que tu vas avoir, c'est qui? C'est Hopkins? Parce qu'il y a eu Nakano, il y a eu... Quand tu es chez Kawasaki. Quand j'étais chez Kawasaki, la première année, comme moi je suis venu, on avait Nakano et Hoffman. Shinya Nakano. Et Andreas Hoffman. Alex Hoffman. Ouais. Nakano, je dois dire, impressionnant. Sur les 30 ans que j'ai fait, je dois dire que Nakano, c'était quand même un des meilleurs pilotes qu'on a eu dans les mains. C'était un tout bon pilote. Mais il y a eu Hopkins. Je me souviens qu'Hopkins, tu voulais donner à tes employeurs quelqu'un à top niveau. Tu as dit c'est le mieux qu'on peut avoir parce qu'il était 4e à l'époque, c'est ça, hein? Oui, je pense l'année avant de venir avec Nakano, j'ai dit à Kawasaki qu'on investit beaucoup d'argent, mais on devrait... Je pense que notre impact financier pour les pilotes, c'était le plus faible du paddock. Et j'ai toujours dit, on doit investir dans des bons pilotes. Ça veut dire que vous ne donniez pas des très gros salaires? On ne donnait pas des salaires gros assez. C'était ça le plus gros problème. Et ils m'ont accordé un budget avec lequel on pourrait avoir 2 bons pilotes. Ça veut dire, on a signé Hopkins et on était en négociation avec Marco Melandri. Ah. Et le manager de Marco, Alberto Vergani, à cette époque-là, Melandri il était chez Ducati. Il était très ouvert avec nous, il voulait venir et tout ça. Mais je pense aussi qu'il nous a traîné un tout petit peu. Et à la fin, il a dit, ouais, en réalité, on a un contrat de 2 ans avec des pénalités dedans si on part et tout ça. Ça veut dire que ça s'est pas fait avec Melandri. Et à ce moment-là, les Japonais, ils ont un tout petit peu coupé de nouveau le budget de pilote. Et j'étais obligé de prendre de nouveau un deuxième pilote un peu moins payé. Et c'est là la saison, ce qu'on a fait avec Hopkins et Anthony West. D'accord. Anthony West, difficile à gérer aussi, hein, le caractère, la personnalité, l'Australien. Non, c'est sûr, mais moi je pense, Rémi, il faut toujours... c'est un atout. Je savais qu'il était compliqué. Je savais que Jack Miller, il était compliqué quand il est venu chez nous. Moi, j'ai toujours donné beaucoup de temps à côté de la course pour voir et pour les gérer. Ça veut dire, Anthony, je l'ai fait habiter chez moi dans la rue. Ça veut dire, chaque jour, je savais ce qu'il faisait, s'il s'entraînait, s'il se préparait et tout ça. Et j'ai fait un peu la même chose quand Jack il est venu. Les dimanches soirs, après des courses, j'étais là, on était tous au lit et tout ça pour préparer les saisons le plus dans la meilleure situation. J'ai un souvenir là. Il va terminer à l'hôpital, il se saoule une fois Hopkins, il n'était pas chez toi quand c'est arrivé, ça c'était pas. Ouais, c'était chez nous. Ouais. Là, c'était terrible. Je crois que c'est Crutchlow qui l'a emmené à l'hôpital. Là, il s'est mis. Ouais, c'était vraiment grave. Il s'en est mis une mise à dos. Comment t'as géré ça en tant que patron? Non, on continue tout droit pour l'instant. Comment tu as géré ça comme patron? C'était difficile, Rémi. C'était difficile. Je pense que c'était la mise à dos. Oui, c'est la mise à dos, je te confirme. Et même pour moi, c'était un peu un choc le matin. Moi, le soir, j'étais au lit, j'étais dans mon hôtel et tout ça. J'arrive le matin au circuit et les gens ils me disent hier il a bu de trop, il ne sait pas quoi faire. Sa copine elle est partie à la maison. C'était vraiment ouais, c'était une matinée de fou. Il était au circuit, il savait pas rouler la moto le matin et tout ça. T'as tous les Japonais, t'as Kawasaki, c'est quand même un truc de fou. Et il était difficile à gérer. Mais il était attachant.
il était attachant. Après T'as ça, pris la bonne décision. J'ai rappelé la copine, j'ai dit il faut revenir sur le circuit, on doit calmer les, tu sais, même les journalistes. Parce que et tout la ça, raison il faut- c'était ça, parce qu'il s'était fâché avec elle. Ouais, c'était un peu un truc familial aussi, Ouais, ils c'est se sont ça. pris la tête. T'en as eu des histoires comme ça, c'était quand même dans le monde moderne, ça existe plus. C'est peut-être la dernière grande histoire de ce genre qu'il y a eu en MotoGP. Bien sûr, ouais. Et malheureusement avec moi. Bon, écoute, t'as eu Olivier Jacques aussi. Ouais, on a eu Olivier Jacques. Alors, Parfois, je dois rigoler un peu parce que je vois parfois des interviews d'Olivier sur Instagram ou sur Facebook et il dit toujours Yoda, il m'a pris et tout ça, mais à la fin, c'était pas du tout ça. C'était Alex Hoffman qui s'est blessé en Grand Prix de Estoril. sur une démonstration là aussi. Démonstration. C'est incroyable ces histoires quand même. Il avait pneus Il est froids. en ville, hein, c'est ça. Il fait une Ouais, démonstration. Démonstration le jeudi soir Oui. avant le week-end de course et il se casse le poignet. Et Christophe Bourguignon, Bifi, Bifi. il me dit, Michael, je pense que j'ai une bonne idée. Pourquoi on ne prend pas Olivier Jacques? La prochaine course, ça va être en Chine. Il y a personne qui a roulé en Chine, ça veut dire c'est un peu la même chose pour tout le monde. Attends, mais c'est la course qu'on a commentée avec Philippe Monroy où il a failli gagner, où il finit deuxième d'ailleurs, c'est la Valentino course. Rossi. C'est la course à la pluie et Il a failli gagner. Oui, c'est sûr et certain, si la course elle aurait eu 2 tours en plus, on l'a gagné, ça c'est sûr. Ça aurait été la première victoire de Kawasaki en MotoGP. Et la seule victoire d'Olivier Jacques Voilà, en catégorie Rennes. voilà. Et après la Chine, c'était le Grand Prix de Le Mans. Oui, il de y avait France. Le Mans dans la foulée, exact. Et je me suis dit, ok, c'est une bonne idée. Je vais présenter ça aux Japonais. J'étais voir Yoda. J'ai dit, écoute, Christophe Bourguignon, il a eu une superbe idée, je pense. Pourquoi on ne prend pas Olivier Jacques? Il m'a dit, Michael, tu y crois? Mais j'ai dit, oui, j'y crois. Je pense que c'est une bonne idée. On va en Chine. On va regarder de faire le meilleur hors de ça. Il y a personne qui connaît la piste. Et après ça, on va en France. De toute façon, on va avoir des retombées médias. Ben oui. Et on l'a fait, c'était 2 super week-ends. C'était Olivier déjà en France, c'est un grand nom. Le résultat en Chine, c'était un truc de fou. Et non, c'était bien, c'était une bonne décision. Tu as eu aussi Randy Depunier. J'ai eu Randy Depunet, il est venu chez nous, je pense en 2005, 2006. Randy aussi, super bon pilote. Et ouais, j'ai eu pas mal de bons pilotes durant mon temps que j'ai fait des courses. On va tester la voiture. Tu roules. Ils nous ont dit qu'elle était super en off-road, donc. Et c'est sec hein, pour Assen. Ouais, Toi c'est qui ça. es du coin. Il fait quand même un peu froid quand même, hein. Le vent Ouais, il est ouais. froid, mais il fait beau pour la scène, ouais. Après, on va faire demi-tour, on va rentrer parce qu'il va falloir retrouver l'entrée du circuit maintenant. On va trouver. C'est ton circuit vers chez toi? C'est Ouais, ton c'est un circuit peu- de cœur? C'est un peu ma course de la maison. C'est sûr, Oui. mon circuit de cœur, c'est Spa, parce que j'habite seulement à 15 km du circuit de Spa. Ça veut dire que j'ai grandi sur le circuit de Spa. Mais maintenant, pour les courses, ce qu'on fait pour l'instant, les courses internationales moto, ça c'est mon circuit qui est le plus près de la maison et c'est un peu ma course de la maison quand même. Sûr. Là, on est en tout terrain. Si je te dis Subaru, ça te rappelle quelque chose en rallye? Non mais sûr, Subaru, ça me dit quelque chose. Ça me dit une voiture bleue avec 555 dessus, des jantes dorées. C'est quelque chose que ça nous a marqué notre vie et c'est quelque chose que on a quand même grandi avec ça. Colin McRae. Hein. Colin McRae qui a roulé, ouais. Cancun aussi, je pense. Non, c'est quand même une marque. Ah, donc t'es passionné de voiture. Non, je suis passionné de voiture. J'ai un tout petit peu moins roulé en moto depuis 2005. J'avais eu un accident en 2004. J'ai un tout petit peu réduit mon temps sur une moto. Je me suis mis un tout petit peu aux courses de voitures historiques en rallye. J'ai fait le championnat de Belgique de rallye, dans lequel je suis pour le moment deuxième. Bravo. Merci. Il y a une course ce week-end, mais ok, je vais pas aller à la course. C'est plus important de faire mon travail ici. Mais c'est sûr que j'aime bien tout ce qui est voiture et tout ce qui est sport moteur. Et qu'est-ce que tu penses puisque tu es voitures hybrides, des voitures électriques? C'est l'avenir, selon toi? Je ne sais pas si c'est l'avenir. Je pense qu'on est un tout petit peu dans les mains aussi de la politique avec tout ça. Mais moi-même, je me suis acheté aussi une voiture hybride. Parce que je pense qu'on doit quand même penser un tout petit peu aussi aux gens qui vont venir après nous. De mon côté, je vais dire moi-même, j'ai décidé pour une voiture hybride parce que souvent, je fais quand même des longs trajets. Et j'avais pas toujours vraiment le temps de me mettre, de charger ma voiture. Ça veut dire, ça me donne une autonomité qui est plus grand que d'avoir une voiture qui est que électrique. Là, tu conduis la safety car hein, du World Superbike. Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle est pas mal cette voiture, elle est agréable déjà. Hein. Non, mais la voiture, elle est bien. En plus, je me suis mis dedans, pas grand-chose à m'expliquer. Hop, on roule, c'est bien.
Je suis assez surpris de la voiture. En fait, c'est ça, exactement. Tous ceux qui connaissent pas, quand ils montent dedans, ils disent, bah, finalement, c'est pas mal, ça a de la puissance, même ceux qui sont critiques, une fois qu'ils l'ont essayé, ils disent que c'est un chouette véhicule. Non, mais comme je dois dire, tu m'as rien dit, on s'est mis dedans, on a démarré, on part. Aujourd'hui, les voitures modernes, souvent, tu dois pousser, je ne sais pas combien de boutons et tout ça. Ici, c'est une voiture agréable, facile et tout ça, c'est bien fait. Ton rêve, là, maintenant, pas en tant que pilote, quand tu conduis des voitures en compétition, dans ta carrière, ce serait quoi que Scott rebondisse dans une bonne équipe l'année prochaine? Alors, il est déjà dans une équipe intéressante, mais qu'il ait à nouveau une vraie chance, parce qu'il a eu 3 années difficiles, là. Non, c'est sûr, c'était difficile, mais parfois, le chemin, il t'apporte à ça, ce que tu as. Ça veut dire, quand on est venu en mondial Super Sport, la première année avec Ducati, je pense, on a fait une super année. On a mené le championnat en Superbike. En Superbike, la première année. On a mené le championnat au début de l'année contre Rea, qui est quand même 6 fois champion du monde. On a eu 2 chutes. Ça nous a mis un tout petit peu en arrière. C'est Aragon qu'il avait. Ouais, je crois qu'il pleure d'ailleurs. Hein. Il vient vers toi, il pleure. Hein, si je me souviens, on voit à la télé qu'il pleure. Là, on a vraiment perdu le championnat, je vais dire. On avait 25 points, ce qu'on a perdu. Mais on finit quand même vice-champion du monde en Superbike notre première année. On finit 3e la deuxième année. Puis chez Ducati, ça changeait un tout petit peu parce que l'équipe Ducati officielle, elle est quand même à la fin gérée par une personne privée, le patron d'Aruba. Il y avait pas mal de changements et tout ça. Il était aussi pas trop content à l'époque. Il finissait toujours 2e en championnat avec n'importe quel pilote, avec Redding, avec Chas Davies, avec Bautista avant nous et tout ça. On est parti chez BMW, c'était un gros challenge avec beaucoup de promesses et tout ça. Mais c'est vrai, c'était 3 années difficiles, oui. Et là, j'écoute parfois les interviews de Scott, il dit, pour moi, j'ai accusé le coup parce que je suis BMW, Toprak arrive l'année dernière, il gagne tout. Donc, il s'est posé des questions à ce moment-là. Qu'est-ce que tu lui disais? Non, mais c'est sûr, ce qu'il se pose des questions. Au début, quand Toprak est venu, je veux dire, même pour nous, on était contents. Parce que tu as quand même quelques pilotes forts, le développement, ça va avancer et tout ça. Puis le changement du team officiel vers un team satellite, c'était pas idéal, je veux dire. Je pense que ça aurait été meilleur si ils étaient restés ensemble. Eh ben, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toprak préfère avoir Van der Mark comme coéquipier, c'est ça? Moi, ça, je ne sais pas, Rémi. J'ai jamais vraiment su la raison pour laquelle c'était comme ça. Mais Scott était très déçu de pas rester dans l'équipe officielle avec Toprak. Hein. Non, mais c'est sûr, on a signé pour 4 ans dans le team officiel. Après 2 ans, ils nous ont mis chez Bonovo. Bono, après, dans la première année qu'on était là, à mi-saison, ils annoncent qu'ils vont arrêter fin de l'année. C'est quand même compliqué. Pour un pilote, c'est aussi compliqué parce que c'est sûr que le pilote, il est à la fin là pour rouler la moto, mais c'est aussi un être humain. À la fin, il se pose aussi des questions. Pourquoi ça? C'est normal que il n'a pas trop apprécié la situation, comment c'était géré par BMW. C'est ton pilote préféré, Scott Redding, de toute ta carrière, ou il y en a d'autres qui étaient très attachants aussi? Ah, je pense que Jack Miller, il est très attachant aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est une personne très humaine. C'est un pilote qui m'a toujours étonné parce que chaque mercredi, quand on arrivait sur le circuit, il venait dans mon bureau, il ferme les portes et on parlait des choses, je veux dire, à part de la course, des choses normales. Ça veut dire, j'ai toujours bien aimé ça avec lui. J'ai bien aimé Chigna. J'ai bien aimé Franco Morbidelli, aussi une personne très saine. Mais Scott, c'est un peu, je pense, comme il est arrivé chez nous très jeune, à l'âge de 16 ans, j'ai des enfants dans le même âge que lui. Moi, j'ai toujours dit, c'est un peu comme notre 5e enfant à la maison. D'accord. Notre relation avec lui, c'est un peu autrement qu'avec les autres pilotes. J'ai une anecdote. Jamais on a le droit, on mangeait toujours chez Alpinestar, sauf le samedi soir, c'est réservé aux pilotes. Et là, je sais pas comment s'est débrouillé mon consultant, c'est parce que ça devait être à l'époque Sébastien Charpentier. Et voilà qu'on mange chez Alpinestar. Jacques Miller a bu de l'alcool, a bu du vin derrière nous la table. Et le lendemain, il gagne le Grand Prix pour ton équipe. Ça paraît incroyable parce que maintenant, on fait extrêmement attention. Les pilotes, même comme Charpentier, mais j'en connais d'autres, font extrêmement attention à leur diététique. Et là, j'étais assez halluciné de voir ça, d'avoir eu la chance de vivre ça la veille, quoi. Tu le savais, de toute façon, qu'il était un petit peu comme ça. Non, mais on savait qu'il était comme ça. J'ai rien contre quand le pilote, il boit un verre d'alcool. T'as contre quand Scott Hopkins se met... oui, chez Hopkins, c'était une histoire complètement différente, mais un verre d'alcool, c'est pas grave. J'ai toujours dit, quand tu fais un bon résultat le dimanche, même
de faire un tout petit peu la fête le dimanche soir, c'est important, il faut le faire. Scott Redding, je suis avec lui en Malaisie et puis on apprend avec son coéquipier, je sais plus qui c'était, la dernière course, celui des deux qui allait avoir le meilleur classement à la fin, allait avoir la meilleure moto pour l'année d'après. Ouais. Et je le croise et je lui dis, Scott, tu sais que il me dit, il faut que je fasse podium. C'était Petrucci. Il me dit, Rémi, if I'm on the podium in Valencia with this bike, in the evening, I will finish either in jail or in hospital. Et là, j'éclate de rire parce qu'il est comme ça, il aime faire la fête. Ouais. Il est incroyable. Donc, il a dit, si je fais podium, Rémi, je serai soit à l'hôpital, soit en prison. Il est incroyable quand il fait la fête. Il a zéro limite, hein, Scott. Il est peut-être un peu plus calme maintenant qu'il est papa. Non, il s'est calmé un tout petit peu. Je pense aussi que notre vie dans le paddock, elle a quand même fortement changé, surtout sur les dernières 30 années. C'est plus calme. C'est plus calme et tout ça. Tu n'as plus les fêtes comme avant et tout ça. C'est fort changé. Je suis content parce que j'ai encore connu les belles années. Il y avait quand même des années où on a eu beaucoup de plaisir le dimanche soir parce que tu retrouvais tout le monde a passé un week-end de stress et tout ça. Le dimanche soir, c'était toujours une belle occasion de se retrouver et de passer un beau temps avant que on rentre tous à la maison. C'était la fête, le paddock Superbike. Moi, j'ai fait des fêtes incroyables. Je pense toujours, nous, on a toujours été un team très accueillant. Un peu comme Alstar aussi. C'est peut-être. C'est vrai. Peut-être pas notre philosophie belge ou un truc comme ça. Et ça m'a jamais gêné. Mais dans le paddock, il faut quand même avoir quelque part un tout petit peu des limites. Ça, c'est très important. Voilà, c'est plus le no limit, ça n'existe plus. Ben voilà, on va arriver vers ce circuit, donc la cathédrale d'Assen. Tu es venu pour la première fois à quel âge sur ce circuit? Moi, je pense que je suis venu ici la première fois avec mon père au moto. On dormait dans une tente, on venait voir le Grand Prix. Je devrais peut-être avoir l'âge de 5 ou 6 ans. Ah bon? Ça veut dire plus ou moins 50 ans d'ici. On a vraiment choisi le bon circuit pour t'amener ton plus beau souvenir en moto, ta plus belle course. Ça peut être une course que tes pilotes n'ont pas gagné. Hein. Je pense qu'on a passé tellement de belles courses, mais comme j'ai dit tout à l'heure, une course qui te reste toujours dans la tête, c'est la course ici avec Jack Miller. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Les courses auxquelles on a gagné le championnat du monde en Moto 2, c'est des courses géniales. Pour moi, c'est toujours quand il y a beaucoup de bagarres, n'importe qui, mon pilote il gagne ou un autre pilote il gagne. C'est ça ce que j'aime bien, comme par exemple la semaine passée à Portimao, c'était une belle course entre Boulega et Toprak. C'est vrai. Boulega, il a jamais laissé 1 mètre et tout ça, tu vois, il s'est bagarré avec Toprak, c'est ça ce qui est important. Bon, ben merci bien. Faut qu'on revoie Jack Miller. Le beau, c'est vrai que c'était vraiment l'endroit pour t'interviewer, quoi. C'est incroyable qu'ils aient mis ça là parce que. Eh oui, 2017, Jack Miller. Ah là là. Cette victoire incroyable, c'était absolument sensationnel. Il est beau ce tunnel, hein, c'est vraiment un bel endroit. Moi, je suis comme un enfant chaque fois que je viens à Assen. Pourtant, souvent il fait mauvais temps, mais c'est un endroit sensationnel. Non, c'est beau. En plus, le circuit, c'est un beau circuit. C'est encore un circuit un peu de l'époque, tu vois. Même quand ils ont coupé un tout petit peu pour rétrécir un tout petit peu les kilomètres. Mais c'est quand même un circuit où il y a encore des virages vides et tout ça. Et même pour les pilotes, c'est beau de venir rouler ici. Les Belges aiment autant la moto que les fans néerlandais? Ouais, je pense que la Belgique, c'est un pays qui aime bien la moto. Sûr, on a 2 circuits avec Spa et Zolder où on peut pratiquer beaucoup la moto et tout ça. Peut-être même un peu plus qu'en Hollande même. Tu vois, parce que le circuit ici, il n'est pas toujours permanent. Quand tu vas à Zolder et Spa et tout ça, c'est quand même des circuits qu'ils ont très beaucoup occupés. Mais là, merci de nous avoir fait ce tour. C'est la légende comme la cathédrale d'Assen. C'est l'histoire, c'est le plus ancien circuit. C'est incroyable. Il y a eu des courses, on l'a dit, Jack Miller, mais il y en a eu d'autres qui étaient sensationnelles. Non, sûr. Et même avant, quand tu penses qu'on n'avait pas le droit de rouler le dimanche, on devrait rouler le samedi parce qu'ils avaient la messe le dimanche. Exact. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est... ça a beaucoup d'histoire. C'est un circuit qui a beaucoup d'histoire. J'ai commenté le sidecar ici avec Hervé Moineau. Ouais, c'est bien. C'était quelque chose. Ouais. Merci beaucoup. Merci Miguel. aussi à toi.